Bonjour, chers téléspectateurs de Africa TV. Nous sommes à Abidjan depuis un moment et nous faisons vraiment on va dire un tour d'horizon de tous les partis politiques, de toutes les personnalités politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Avec eux ou avec elles, nous décryptons un peu l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, en tout cas, de recevoir M. Pascal Anguy. Pascal Anguy est le secrétaire général du MFA, le MFA qui est le mouvement d'efforts d'avenir. Merci de recevoir Africa TV chez vous ici, à Abidjan. Nous sommes au siège du MFA. M. Pascal Anguy, nous avons aussi appris que, en tout cas, vous avez été reconduit à votre poste de secrétaire général du parti tout récemment, en tout cas par le président Anaké Kobena. Déjà, comment se porte le parti, le MFA, ici, à Abidjan? Mais déjà, j'ai pu dire que le parti se porte très bien. Je voudrais profiter de votre micro pour vraiment vous remercier et à travers vous, Africa TV, pour l'occasion que vous me donnez de parler de mon parti. Et comme je le disais, le parti MFA, le mouvement des forces d'avenir, se porte très très bien. La preuve, c'est que les activités qu'un parti est capable d'organiser se déroulent très bien avec tout le professionnalisme qu'il faut. Et donc le MFA se porte très bien. Et je profite de cette occasion pour remercier le président Anaké Kobena, président du mouvement des forces d'avenir, pour m'avoir renouvelé sa confiance en me nommant secrétaire général de ce grand parti qu'est le MFA. Aussi porte-parole, justement. Vous êtes le porte-parole du MFA aussi. Tout à fait, porte-parole. Et ça, c'est vraiment à double titre, c'est-à-dire que la confiance est encore double. Et c'est pour cela que j'ai tenu donc à le remercier pour cette confiance de faire de moi le secrétaire général du parti et le porte-parole de ce parti. En tout cas, félicitations. Avec vous, en tout cas, nous allons parler de l'actualité ivoirienne, notamment de la vie du parti, de la CEI, mais aussi du RHDP, une alliance à laquelle le MFA aussi appartient. Justement, à la dernière réunion du bureau politique, si nos souvenirs sont bons, qui a été tenue le 23 juillet dernier, ici même au siège, en tout cas, de votre parti, il était question d'une troisième mission sur le terrain et aussi une question aussi d'identification des militants du MFA pour une acquisition de la carte de militants. Où en êtes-vous aujourd'hui? Mais sur ce dossier, je dois dire que tout avance très bien. Nous avons donc envoyé des missions sur le terrain, effectivement. Et d'ailleurs, ce fut une recommandation du deuxième congrès ordinaire qui a donc instruit les instances, n'est-ce pas, du parti pour envoyer des missions pour rencontrer les bases. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé deux premières missions, et dont une mission test. Et à l'issue de ces deux missions, effectivement, nous avons opéré les réglages qu'il faut. Et c'est ce qui a fait que nous avons la troisième mission qui va être effectuée cette semaine et qui ira donc vers la population pour mobiliser, pour recruter, pour dynamiser les bases. Et donc, cette opération se passe très bien. Les cadres de militants sont disponibles et nous allons envoyer ça avec les militants, enfin, pardon, les missionnaires qui vont aller sur le terrain, iront avec les cartes pour pouvoir recenser les militants. Cette mission commence quand exactement et c'est vers quel genre de militants, c'est quoi les zones ciblées? Ben, les zones ciblées, c'est partout, c'est toute la Côte d'Ivoire. Nous avons ciblé 4 grandes zones. Nous avons divisé la Côte d'Ivoire en 4 grandes zones et nous avons fait partir 4 grandes missions avec des sous-missions qui entrent un peu partout dans les endroits les plus reculés, et donc pour sensibiliser, pour redynamiser, remobiliser nos militants et remobiliser les bases. Donc c'est partout dans toute la Côte d'Ivoire. Justement, parlant de base, on sait que le MFA avait présenté un candidat, en tout cas lors des présentations, on voit que vous souriez, parce que la question, vous l'attendiez certainement. Nous avons quand même fouillé un peu les archives, hein, et des chiffres quand même nous font tiquer. Hein. Lors du premier tour des élections présidentielles de novembre 2010, il y avait 14 candidats en lice, et dont le candidat du MFA, le président Naki, qui avait malheureusement obtenu, on va dire, sur nos souvenirs sont bons, 10 000 voix sur près de 5 millions d'électeurs, ce qui le classait 10e sur 14 avec un score de 0,23%.
les détails au niveau, en tout cas, des régions. Comme vous allez très bientôt signer les régions, nous allons vous les donner, certainement vous allez les confirmer ou infirmer. Les détails au niveau des régions donnaient 4 890 voix dans le Zanzan, soit 3,31%, votre plus gros score, et seulement 22 voix à l'étranger, avec seulement 2 voix en France. La France, quand même, qui est, on va dire, le point focal, en tout cas, des Ivoiriens de la diaspora. Et dans les autres régions, le MFA n'a pu franchir les 500 voix, en dehors, en tout cas, de la région des Lagunes, je ne vais pas dire d'Abidjan et environ, du d'Abidjan, où le MFA a obtenu 1410 voix, avec 392 voix à Bobo, 338 voix à Yopougon, 138 voix à Koumassi, 150 voix à Cocody et seulement 10 voix au plateau. Monsieur le secrétaire général, 4 ans après ces élections, peut-on savoir les raisons de cette débâcle? Bien, j'ai souri tout à fait parce que j'ai vu que vous êtes allé dans les archives. Et c'est tout à fait normal. En votre rôle de journaliste, il est bon d'aller vers les chiffres, les statistiques. Effectivement, vos statistiques sont justes, mais je n'appelle pas cela une débâcle. J'appelais cela des mauvais résultats. Et ces mauvais résultats peuvent s'expliquer. Nous avons pu tirer les leçons de ces mauvais résultats. Notamment, par exemple, dans certaines zones, vous savez que le président Anaki a été le père fondateur, ou un des pères fondateurs donc, du RHDP. Et donc, il a été lourdement pénalisé par ceci. Et aussi son projet de faire la candidature unique, cela dès le premier tour. Et ça a été vraiment souvent très mal compris par les populations et les électeurs, qu'il a été pénalisé lourdement par rapport à ça. Ça a dû créer une confusion dans l'esprit des gens? Il y a eu, tout à fait, il y a eu vraiment confusion dans la tête des gens. Dans certaines zones, par exemple, on nous disait que voter pour le candidat Bédié et le candidat Alassane, c'était voter pour Anaki. Vous voyez, donc ça a été une forte confusion et c'est ce qui a justifié effectivement ces mauvais résultats. Donc nous avons tiré toutes les leçons et nous sommes conscients qu'il faut bien faire. C'est pour cela, je vous disais tantôt, nous sommes en train d'envoyer des missions sur le terrain justement pour corriger ces insuffisances, pour qu'en 2015, nous puissions sortir avec des résultats beaucoup meilleurs que ceux que nous avons connus. Vous regrettez ce résultat-là? Vous regrettez? Oui, comme je le disais, on le regrette parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties, comme je le disais tantôt, qui font que nous regrettons ce résultat parce que le candidat Anaki ou le président Anaki, comme vous le savez, il a une popularité parmi la population et ceci ne s'est pas traduit justement dans les urnes. C'est pourquoi je peux dire qu'on le regrette. Ça, on va le remarquer tout à l'heure. Effectivement, au dernier congrès du parti qui s'est tenu du 21 au 23 février dernier, vous attendiez 6 000 militants et près de 2 000 congressistes. Concrètement, combien de militants revendiquent aujourd'hui MFA? Bon, d'abord, à ce congrès, nous avons refusé du monde. C'était vraiment un congrès totalement réussi, de l'avis de tous. Ce n'est pas nous, au MFA, qui le disons. Nous attendions entre 20 000 et 25 000 militants. Effectivement, et nous avons fait le plein. Aujourd'hui, en termes de chiffres par rapport à nos militants, nous pouvons dire que nous sommes en tout cas autour de 20 000 militants avant le congrès. Mais les actions que nous sommes en train de mener, envoyer des actions de redynamisation, de mobilisation et de recrutement des militants, ce processus est en cours. Donc je ne peux vous donner maintenant des chiffres actualisés. Ce que je peux vous dire, c'est de vous donner un rendez-vous d'ici à la fin du mois de septembre. Vous revenez, je vais vous donner les vrais chiffres parce que nous sommes en train de mener des actions de recrutement, des actions de corps à corps sur le terrain et nous sommes convaincus que ces actions vont porter. Et vous attendez combien de militants comme ça en gros? Il va falloir faire le double de ce que nous avions avant le congrès. Je parlais de 20 à 25 000, nous visons 50 000 par exemple. 50 000 c'est peu puisque déjà aux premières élections de 2010, vous avez obtenu que 10 000 voix, ce qui a donné un score de 0,23. 25 000 c'est le double. Ça ne fait pas encore 2%. Hein? Oui, c'est vrai que les militants, ils seront acquis à notre cause. Mais ce n'est pas seulement les militants qui vont voter, on a aussi les sympathisants. Notre électorat est dans la population. D'ailleurs, si on a 5 000 militants, ça fait déjà 5 000 voix. Si 5 000 voix sensibilisent 5 000 personnes, vous comprenez déjà qu'on a un chiffre exponentiel. Et ça va vraiment nous satisfaire. Ça veut dire que le MFA est
en quête aussi d'autres militants? Est-ce que vous allez ratisser de l'âge au sein du PDCI, au sein du FPI, au sein des autres formations politiques? Partout, les populations sont sensibles à notre message. Partout, les populations écoutent ce que dit notre président et sont sensibles à ce qu'il dit et à ce qu'il promet pour la population ivoirienne. Et je pense que ils seront ouverts à venir au MFA. Justement, sensible à la population, c'est aussi avoir des structures fortes. On sait que très bientôt, en tout cas au MFA, il va y avoir beaucoup de chamboulements. On nous parle d'un conclave, en tout cas des jeunes et des femmes. On parle d'un congrès aussi très en vue. On parle aussi d'une convention du parti qui va désigner son candidat. Concrètement, quels vont être les temps forts de ces 3 rendez-vous-là? Au niveau déjà de la convention, je commence par la convention, je pense que c'est un rendez-vous très important pour tout parti politique et le MFA ne sera pas en reste. C'est à ce niveau-là que nous allons décider de la candidature de qui sera le candidat du MFA aux prochaines élections de 2015. Donc c'est un rendez-vous important. Et avant cela, bien sûr, il faut préparer. Et donc, nous avons les conclaves, comme vous venez de le dire si bien. Le conclave de délégués. Il y a aussi d'autres rencontres importantes qui prépareront donc ces échéances. En ce qui concerne donc les échéances par rapport au conclave, au structures spécialisées, bien sûr, ce sera sanctionné par des élections des responsables de ces 2 structures, à savoir le mouvement des femmes et le mouvement des jeunes. Voilà, donc il y a des élections à la clé et qui vont donc sanctionner ces rencontres. On ne comprend pas, chez les autres partis politiques, c'est le congrès qui désigne le président. Chez vous, c'est la convention, c'est ça? Oui, chez nous, c'est la convention. Voilà, c'est ce qui est, chaque parti politique a ses textes organiques et suit ses textes. Le MFA est un parti démocratique, il s'est doté des textes. Et d'ailleurs, ces textes ont été récemment révisés au dernier congrès, au 2e congrès. Et nous avons pris le temps de vraiment faire un toilettage pour que nos textes reflètent vraiment les réalités du terrain. Et nous sommes confiants que ces textes-là seront appliqués. Et c'est pour cela la convention, c'est défini donc dans nos textes pour dire que c'est à la convention que le président, le candidat à la présidentielle de 2015 sera désigné. Non, y revenir, mais on a aussi appris qu'il y a eu des dissidences au niveau du MFA, justement au dernier congrès, on a vu. Où en êtes-vous avec ces petits palabres-là? Bon, c'est comme vous le dites, c'est vraiment de petits palabres et on en rencontre un peu partout dans tous les partis. Donc, c'est vrai que nous avons, pour nous, c'est du passé. Nous avons su gérer donc ces dissidences. Curieusement, on a remarqué que c'est à l'approche de certaines rumeurs je sais pas moi, de remaniement, que les gens s'agitent, il y a beaucoup de bruit. Mais je pense qu'au MFA, qui est un parti démocratique, lorsque des problèmes se posent, nous avons des structures spécialisées qui gèrent. Nous avons le comité de discipline qui a géré, et ensuite on est allé au congrès qui a donné un certain nombre de directives, et ce sont ces directives que nous suivons. Ceux qui ont vilipendé le parti et qui n'ont pas respecté les règles ou les tests organiques du parti ont été purement et simplement radiés. D'autres, par contre, ont été, si vous voulez, ont eu des mises à pied, et justement, donc pour respecter un peu ce que disent nos textes, en fonction donc des différents cas des uns et des autres, les sanctions ont été appropriées. On n'a pas compris quelque chose dans l'histoire du MFA. On a connu des personnalités comme Philippe Légré, comme comment dirais-je, le président de l'UNG, Stéphane Kipré, même Joël Nguessa. On a l'impression que le MFA est devenu ce vivier-là, et lorsqu'il fabrique ces personnalités, les partent et ne reviennent plus. Peut-être qu'on peut aujourd'hui dire que le MFA est un parti maudit. Non, pas du tout. C'est un mot très fort. Et je pense que le MFA, d'ailleurs, vous le dites, comme vous le dites, le MFA est un parti et qui, si vous voulez, comme on dit, un think tank. C'est-à-dire que quand vous venez au MFA, vous recevez de la formation. Vous voyez, les jeunes qui sont autour de nous apprennent avec nous, et le MFA a ce désir de former à la chose politique, à la chose démocratique. Et donc, quand ces personnes-là ont cette formation, ils prennent leur indépendance. Bon, peut-être que c'est comme, moi-même étant enseignant, je sais que quand on forme les gens, on leur donne le diplôme, ils partent.
Bon, peut-être que c'est quelque chose de ce genre, mais cela n'a rien à voir avec un dysfonctionnement du parti, comme les gens pensent. Et nous avons communiqué suffisamment là-dessus. Comme je le dis, les départs, c'est d'abord individuel. C'est vraiment individuel. Chacun sait pourquoi il est venu à un parti politique et il sait pourquoi il part. Bon, très souvent, on remarque malheureusement qu'ils déposent leurs valises dans d'autres partis et qu'ils les recrutent et qu'ils font leur promotion, bien sûr, parce qu'ils ont eu la formation que le MFA, ils ont bénéficié de la formation que le MFA leur a donnée. Et donc, bon, pour nous, nous voyons que c'est une bonne chose, puisque, bon, on ne peut pas empêcher un militant de partir. Donc, nous, vraiment, en tout cas, nous continuons. Comme je vous ai dit, nous sommes en train de nous avons mis en place les différentes instances, les nouvelles instances, et nous avons mis une dose vraiment de sang nouveau, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, parce que nous avons beaucoup d'ambition pour 2015. Et donc, pour cela, il faut une équipe choc, une équipe commando, une équipe gouvernement. Nous avons un secrétaire général qui est formé de 95 membres. Vraiment, c'est pour dire que nous sommes prêts vraiment à reprendre, à avancer, à redynamiser le parti pour que vraiment en 2015, nous ne soyons pas en train de parler des chiffres que vous avez mentionnés. Justement, en parlant de 2015, on a vu aussi, effectivement, le président Anaki l'avait annoncé lors du dernier congrès. Il a même dit qu'on n'excluait pas, en tout cas qu'il n'excluait pas une candidature du MFA au présidentiel 2015. Est-ce que cette question est encore d'actualité? Oui, la question est d'actualité, d'autant plus qu'un parti... D'abord, son existence, c'est de présenter un candidat. Si vous êtes parti politique et vous n'avez pas de candidat, bon, je ne vois pas votre raison d'être. Donc, c'est vraiment d'actualité. Je dis que ce serait vraiment totalement d'actualité. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous organiser. Et comme je vous dis, je le dis et je le répète, nous sommes en train de nous organiser par rapport à cette échéance, c'est-à-dire la convention qui va vraiment définir, qui va nous donner la conduite à tenir quant à la désignation ou pas d'un candidat, un candidat pour les présidentielles de 2015. Dans cette question a longuement été discutée au niveau du RHDP. On parle de la candidature unique et le président Anaki lui-même avait dit que cette question devait être réglée par Bédié et Ouattara ou même par le RDA et le PDCI. On voit aussi que le MFA continue encore de se plaindre du fait qu'ils sont un peu le maillon faible du RHDP. Mais le MFA ne claque pas toujours la porte du RHDP. Pourquoi cette posture de mendiant, excusez-moi du terme, alors que l'Alliance ne vous contraint pas forcément à rester en son sein? Pourquoi vous ne claquez pas la porte? On ne claque pas la porte pour des questions de principe. Parce que au MFA, il y a des questions de principe qui nous tiennent à cœur. Pour souvenir, vous le savez très bien que le RHDP, si vous voulez, entre guillemets, le bébé, un bébé du MFA, notamment du président Anaki, il a été l'initiateur de cette idée, même qui va jusqu'à la candidature unique dès le premier tour. Donc vous comprenez qu'un tel bébé, on ne peut pas le jeter comme ça par principe. Et donc, nous ne pouvons pas vraiment claquer la porte. Et ce n'est pas de la mendicité. Je m'excuse, c'est loin de cela. Nous avons travaillé au niveau du RHDP. Et ce RHDP que nous avons aidé à construire, nous y avons cru profondément. Et c'est pourquoi nous sommes jetés corps et âme dans le RHDP. Et donc, nous, ce que nous disons par rapport aux différents réglages, c'est vraiment, nous pensons que c'est un droit. Ce n'est pas de la mendicité de dire que après le combat, les récompenses que nous devons ensemble partager si vous voulez les retombées, ce n'est pas vraiment de la mendicité, c'est vraiment... C'est quoi? C'est des postes ministériels, c'est des DG, c'est quoi concrètement? Vous revendiquez quoi? Bon, ce que nous revendiquons, c'est la gestion de la chose de l'État. C'est ça que nous revendiquons. On peut y mettre tout ce qu'on veut là-dedans, mais c'est ça. Un parti politique, c'est d'abord ça. Surtout que nous avons fait une coalition pour travailler ensemble, pour gérer la chose de l'État. Nous demandons que la chose de l'État soit gérée de façon collégiale. C'est tout. Voilà. Ça veut dire quoi? Autant des ministres MFA que des ministres PDCI, que des ministres RDA? Non, nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas ça. D'ailleurs, les ministères, bon, ce n'est pas comme ça ça se fait. Le ministère, c'est le président qui décide en fonction des compétences des uns et des autres et décide en fonction de sa politique de placer qui il veut à tel endroit. Donc, ce n'est pas au parti politique d'imposer des ministres. Donc, ce que nous disons, c'est qu'on puisse nous permettre
de nous associer à la gestion de l'État. C'est quoi sur le financement des partis politiques? Est-ce que vous êtes financé? Voilà. Est-ce que vous avez assez d'argent pour mener à bien votre action politique? Bon, en termes d'argent, on n'a jamais d'argent assez. L'argent n'est jamais assez. Mais c'est votre allié qui est au pouvoir quand même aussi. Oui, c'est notre allié qui est au pouvoir, mais ça ne se règle pas par rapport au pouvoir, ça se règle par rapport à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée qui vote les lois, qui dit que les partis doivent être financés. Ce n'est pas vraiment du ressort seulement de l'État. Parce que l'opposition aussi s'est plaint, le FPI s'est plaint de ce que effectivement les partis politiques ne sont pas encore financés. Est-ce que c'est le cas du MFA? Oui, c'est le cas du MFA. Tous les partis sont logés à la même enseigne. En tout cas, en ce qui nous concerne, au MFA, nous ne sommes pas financés autant que les autres se plaignent. Et nous pensons que c'est une situation qui touche tous les partis politiques. Justement, le président Naki parlait d'un RHDP originel. Ça met un mot fort. Originel, ça veut dire quoi? Ben, originel, c'est un mot très fort, comme vous le dites, et c'est un mot qui est plein de sens. C'est pour cela que je voudrais vous dire que, parlant de RHDP originel, je voudrais dire un RHDP de l'esprit oufouissien. Voilà. Qui est cet esprit oufouissien? Si vous voulez, je vous donne quelques éléments. Il s'agit effectivement de l'esprit de partage, de l'esprit de paix, de l'esprit de tout ce que vous pouvez imaginer comme valeur que le président Houphouët-Boigny a soutenu durant tout son combat sur cette terre. Donc il s'agit effectivement de ça. C'est l'esprit de justice, de partage, d'équité. C'est ça le RHDP originel. Nous allons entamer un autre sujet qui n'est pas en tout cas nouveau ici en Côte d'Ivoire, c'est la CEI. On sait que le MFA, il y a un représentant, en la personne de Jacob Anaki. Tout récemment, le président du FPI, M. Pascal Fenguessan, vous a rendu visite, certainement pour que vous entendiez au niveau de la formation du bureau consensuel. Quelle était la réponse du MFA? Ben, le MFA a accueilli avec beaucoup de satisfaction la démarche du FPI. Parce que c'est le parti principal d'opposition. Et à ce niveau, pour le MFA, il est important qu'un parti comme le FPI, qui quand même est le parti d'opposition le plus représentatif, fasse un mouvement vers le MFA. Je pense que c'est une très bonne chose et le président l'a bien accueilli. Et surtout que, en ce qui concerne donc la CEI, nous avons toujours prôné l'idée d'une CEI consensuelle. Une CEI consensuelle où l'État serait le moins représenté possible et puis même allant même jusqu'à ne pas avoir par exemple la voix délibérative. Nous avons prôné cela. Donc quand on a un président comme le président du FPI qui vient au MFA pour parler de consensus, pour que nous puissions aller aux élections dans de bonnes conditions, les élections apaisées, pour que 2015 ne ressemble pas à 2010, je pense que le MFA ne pouvait pas ne pas s'inscrire dans cette dynamique. C'est pourquoi l'idée a été accueillie avec beaucoup de satisfaction et le président s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de faire de la Côte d'Ivoire un pays réconcilié avec même, et cela passe justement par les élections, cela passe par la CEI. Justement, on va parler de réconciliation, la transition est bonne. Monsieur le secrétaire général, quelle est la position du MFA sur la question de la réconciliation nationale des exilés pro-Gbagbo et de la condition de détention, en tout cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, son épouse, et puis de Charles Blé Goutte aussi, que vous connaissez certainement aussi. Oui, c'est ça. Ok, commençons par la réconciliation. Je pense qu'à ce niveau, en tant que parti politique, nous nous inscrivons résolument dans cette dynamique. Et nous avons posé des actes envers nos militants. Lorsque nous allons dans les bases et tout ça, nous parlons de réconciliation. Donc, nous sommes en plein dans la réconciliation. Donc, c'est vraiment notre leitmotiv, autant que les autres partis politiques qui se battent tant soit peu pour que la réconciliation soit une réalité. Donc ça, c'est vraiment un acquis pour nous en tant que MFA. En ce qui concerne donc les exilés, ben, nous avons communiqué suffisamment là-dessus. Nous avons toujours souhaité que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire parce que ce sont des Ivoiriens et on ne peut pas construire un pays si on a des exilés à l'extérieur.
C'est pour cela nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l'effort qui avait été fait par le gouvernement, qui a quand même permis à un certain nombre d'exilés de revenir en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les prisonniers politiques, il y a eu aussi des efforts qui ont été faits, que nous avons aussi appréciés et accueillis, parce que c'est ça notre combat. Faire en sorte qu'un Ivoirien ne soit pas emprisonné pour des questions politiques. Et je crois qu'il y a eu justement cette sélection. Pour certains, ont été libérés quand on a pensé qu'ils n'ont pas commis des crimes de sang. Ils ont été libérés. Nous avons accueilli ça avec beaucoup de satisfaction. Concernant les prisonniers les plus importants, les caciques, comme on pourrait le dire. Le président Laurent Gbagbo, sa femme, Charles Blé Goudé. Je pense que vous voulez parler de leurs conditions de détenus ou de prisonniers. Alors si c'est cela, à ce niveau, je pense que beaucoup estiment que c'est arbitraire, que ces personnalités ne devaient pas être en dehors de la Côte d'Ivoire, que le débat devait être circonscrit au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, ils sont déportés, selon certaines personnes, selon leurs partisans. Oui, c'est un débat qui peut se mener, mais nous, au MFA, on pense que là, il y a eu quand même des exactions. Et donc, il faut que les personnes qui soient coupables donc, ou connues comme telles coupables de ces exactions soient traduites devant les tribunaux. Nous sommes vraiment pour cela. Mais seulement, nous disons qu'au nom de la réconciliation et pour des questions peut-être humanitaires, peut-être qu'il faut envisager de faire, d'aller vers la réconciliation, par exemple en permettant à certains de ces prisonniers-là d'être libérés pour que nous puissions ensemble construire cette nation. Donc nous prenons effectivement cette réconciliation qui permet à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, de participer pleinement à la reconstruction. D'aucuns parlent de l'impunité, de la fin de l'impunité avec ces prisonniers dont vous parlez. Est-ce que au MFA, l'impunité existe en Côte d'Ivoire? Bon, ça c'est une bonne question. L'impunité, effectivement, nous savons que nous avons des mandats d'arrêt contre certaines personnes qui n'ont pas encore été exécutées. Donc, sur ce plan, oui, on peut dire qu'il y a encore quelques points sur lesquels il faut avancer en termes d'impunité. Mais je crois savoir que le pouvoir actuel est conscient de cela et qu'il faut faire en sorte que la justice ne soit pas à sens unique comme d'aucuns le disent, mais que ce soit que tous ceux qui ont été connus comme tels, comme responsables de crimes, soient traduits devant les tribunaux. Et je pense que ça, c'est le langage de tous, y compris le pouvoir. On sait que votre président, Anaké Kobena, a été aussi l'un des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. On l'a connu d'abord au FPI, aux premières heures en tout cas du parti. Aujourd'hui, avec un peu de regard, quelle critique aujourd'hui le président porterait sur son ancien allié? Bon, ça, je pense qu'il faut poser la question directement au président, parce que là, ça touche directement, comme c'est son ancien allié. C'est quand même le porte-parole du MFA. Des relations intimes et tout ça, et moi, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais ce que je puis dire, c'est que... Donc, on dit que M. Anaké parle moins dans cette affaire, parce que lui aussi, il a été victime de certaines dérives du président Laurent Gbagbo, certainement. Bon, je ne sais pas si c'est cela, et je préfère vraiment ne pas vraiment répondre à cette question parce que ça va de la sensibilité du président et tout ça, des relations personnelles, et je préfère vraiment décliner cette question. Est-ce qu'il regrette la déportation du président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il le regrette? Est-ce que vous en discutez en comité restreint? Bon, on n'en a pas discuté vraiment en comité restreint par rapport au regret ou pas de sa déportation. En toute sincérité. Nous sommes à la fin en tout cas de cet entretien, mais nous n'allons pas vous laisser sans parler des valeurs du MFA. Quelles sont ces valeurs-là? Les valeurs du MFA, c'est, disons, la probité, la vérité, la franchise et le courage. Nous prenons vraiment ces valeurs au sein du MFA, et en tout cas, tous ceux qui sont militants au sein du MFA savent que ces valeurs-là nous coûtent cher et nous tiennent à cœur, et justement, on essaie de leur inculquer ça pour que vraiment nous puissions ensemble, en harmonie, construire ce beau parti. On a vu aussi qu'au niveau, on va bifurquer un peu. Il y a au PDCI une tendance qui se dégage, une candidature unique, c'est pas possible au RHDP.
Monsieur le secrétaire général, regardez-moi droit dans les yeux. Est-ce que le MFA aura un candidat en 2015 face à Ouattara? Vous voulez parler d'un candidat MFA? Un candidat MFA. Oui, le MFA aura son candidat. Il aura son candidat et je pense que ça, ceci sera décidé définitivement par la convention qui va s'organiser. Mais pour l'instant, je peux vous dire en tant que secrétaire que nous nous organisons pour que le MFA ait son candidat. Mais comme je le dis, c'est la convention qui a le dernier mot. Voilà, donc si vous attendez notre convention, vous verrez si ce que le secrétaire général sera avéré ou pas, parce que cette convention-là est au-dessus du secrétaire général que je suis. Le MFA au pouvoir, c'est pour quand finalement? C'est pour bientôt. Le MFA bientôt au pouvoir. Le MFA est un parti qui compte, et je pense que ce n'est pas le secrétaire général seulement qui le dit, tout le monde le dit. Nos idées sont épousées par beaucoup. Et bien sûr, il y a eu quelques dérives pour certains, quelques personnes beaucoup peut-être impatientes de ne pas voir les choses évoluer comme ils le souhaitent. Mais nous allons tout droit vers notre but et je pense que le pouvoir, c'est pour bientôt. Le pouvoir, c'est pour bientôt, mais aussi il faut le gérer, le pouvoir. On raconte que le MFA n'a pas assez de cadres pour gérer un pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Mais je pense que ça, c'est ce que les gens disent. Vous avez les cadres, moi, mais je suis un cadre. Le président est un cadre. Des camarades que vous voyez ici qui sont... pour former un gouvernement. Oui, mais croyez-moi, on a les cadres. Quand j'ai parlé tout à l'heure de 50 000 militants, et dans ces 50 000 militants, nous pouvons trouver les cadres qu'il faut pour gérer la Côte d'Ivoire. Et je parlais aussi de mon secrétariat général qui est de 95 membres. Vous pensez qu'avec 95 membres, on ne peut pas gérer? Ce sont des gens de qualité, des docteurs, des professeurs, etc., qui sont dans le secrétariat général. Si vous voulez, tout à l'heure, je peux vous montrer la liste. Nous sommes prêts pour diriger ce pays. C'était monsieur... En tout cas, Pascal Anguy, secrétaire général du MFA, Mouvement d'efforts d'avenir, Philippe Kouon pour Africa TV, depuis Abidjan. Merci Antoine, beaucoup de chance, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous après la convention. Après la convention. C'est promis. C'est promis. Ok, allez.